C'est une séance 6 qui devait faire suite à la partie essentiellement genèse des sols, mais on a préféré scinder les deux, faire une première séance 6 pour les sols et faire une séance 6 bis pour la partie érosion. Alors maintenant, on va abandonner la pédologie et les différents types de sols pour attaquer l'étape suivante du cycle des roches sédimentaires. On avait dit que les roches sédimentaires se développent sous forme d'un cycle qui commence par l'altération. On avait dit que l'altération était essentiellement physique ou chimique, en plus de l'altération, bien sûr, biologique. Là, on arrive à l'érosion et ses conséquences. Alors, par définition, l'érosion, qu'est-ce que c'est? C'est l'enlèvement des parties ou des produits de l'altération. Je répète, l'enlèvement des produits de l'altération, c'est la définition la plus simple qu'on peut donner à cette étape de l'érosion. Alors, il y a plusieurs agents d'érosion. C'est pour ça qu'on va en faire une petite classification. Alors, nous avons ce qu'on appelle l'érosion ou l'abrasion éolienne. Alors là, l'agent d'érosion, c'est le vent. Alors, le vent a deux façons ou deux manières d'éroder, deux manières d'enlever les produits d'altération. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle la déflation. La déflation, c'est l'élimination des particules fines. Lorsqu'on voit une tempête dans le désert, on voit tout de suite qu'il est en train de transporter des éléments et ces éléments sont relativement fins. Bien sûr, en enlevant les fins, ça veut dire que les éléments les plus grossiers, ils vont rester sur place et les gros débris en restant sur place donnent un paysage qu'on appelle le REC, c'est un désert de cailloux. REC, c'est un exemple de chez nous, c'est un terme de chez nous, et c'est un désert où il n'y a que des cailloux. Parce que normalement, dans les déserts, on a aussi les dunes de sable. Alors, ça, c'est les 3/4 du Sahara sont formés sous forme ou sont composés de déserts de cailloux. Alors, là, nous avons la région de Ahmar el-Khdad où nous avons une surface subhorizontale dans laquelle vous avez des blocs, vous avez des petits blocs. Ça ne veut pas dire que c'est ça le résultat essentiel de l'altération. Il y a des particules qui sont plus fines, mais qui ne sont plus là. Ils ont été simplement enlevés par le vent. Ils ont été érodés. C'est l'érosion éolienne. Alors, en regardant de près, on va voir que ces blocs-là ont un aspect un peu luisant. C'est ce qu'on appelle le vernis du désert. C'est une caractéristique justement des REC ou des déserts caillouteux. Alors, la deuxième étape ou la deuxième façon avec laquelle le vent permet de faire de l'érosion, c'est ce qu'on appelle de la corrosion. Alors, c'est des roches qui sont corrodées par les quartz transportés par le vent. Alors, ces quartz sont des petits morceaux qui sont enlevés par le vent, qui viennent se frotter justement à des roches et ils arrivent donc à enlever quelques particules et c'est ça ce qu'on appelle la corrosion. Et l'exemple, le paysage obtenu, c'est ce qu'on appelle un rocher en champignon ou un rocher champignon, parce qu'il est attaqué à la base par les particules transportées par le vent. Alors là, c'est une jamena, et là, on a donc une tempête de sable, la quantité de sable qui arrive sur la ville, et d'où vient ce sable? C'est les particules fines qui sont enlevées par le vent, et c'est ce qu'on appelle donc de la déflation. La corrosion, c'était l'étape numéro 2. Alors, l'agent d'érosion numéro 2, c'est le ruissellement. Alors, le ruissellement, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque nous avons des précipitations, c'est de l'eau, lorsque nous avons des précipitations qui sont supérieures aux infiltrations, à la quantité qui peut être absorbée par le sol. Donc, cette quantité d'eau va rester en surface et elle va donc ruisseler, elle va donc s'écouler sans guide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de canal qui va permettre une orientation spécifique. Ça va circuler au hasard. Alors, prenons ce cas-là. Nous avons donc une roche qui n'est pas homogène, dans laquelle, initialement, elle est là. Nous avons des blocs en bleu qui sont éparpillés dans la roche. Alors, lorsqu'il y a des ruissellements, les ruissellements n'enlèvent pas toutes les particules. Alors, ils enlèvent essentiellement les éléments fins, les éléments meubles et les éléments solubles. Les gros morceaux, ils vont rester sur place. Alors, nous avons une étape numéro 1. Une étape numéro 2, on voit que les gros blocs commencent à s'isoler sur des colonnes de terre qui est meuble. Mais cette colonne,
ne va pas être enlevé à cause de la charge. Et au stade final, voilà ce qu'on va obtenir. Donc une colonne de terre, je dirais, ou de la roche meuble, sur laquelle repose un gros bloc qui la maintient en place. Et ce paysage, c'est ce qu'on appelle le paysage des demoiselles coiffées. Elle est spécifique au ruissellement. Tout à l'heure, on avait vu l'exemple du rocher champignon dans le cas de la corrosion par le vent. Là, dans le cas du ruissellement fort, nous avons ce paysage-là, ce qu'on appelle les paysages des demoiselles coiffées. Alors, voilà un autre paysage dû au ruissellement. Là, c'est une moraine. Alors, les moraines, c'est des roches généralement qui ne sont pas très consolidées, c'est des roches meubles, mais ce qui les caractérise, c'est un mauvais classement. C'est-à-dire c'est de la roche où on peut trouver des gros blocs et des particules à l'état de poudre, à l'état de farine. Alors là aussi, si on a un bloc qui est au-dessus de particules fines, il va protéger justement cette colonne-là et les ruissellements vont enlever tout ce qui est autour. Et là aussi, c'est un paysage de demoiselles coiffées. Alors, on arrive à ce paysage, c'est ce qu'on appelle un paysage ruiniforme. Il est dû à un ruissellement qui est différent. Pourquoi? Parce que la roche n'est pas homogène partout. Donc, lorsque la roche est différente, la résistance à la dissolution est différente. Et bien sûr, ça va générer justement des reliefs un peu spécifiques et qui ne sont pas homogènes, et d'où le nom de paysage ruiniforme à cause de cette différence de résistance à l'érosion. Alors, le transport par l'eau, c'est donc lorsqu'il n'est pas canalisé, c'est ce qu'on appelle un ruissellement. Lorsqu'il est canalisé, c'est ce qu'on appelle des rivières. Alors là, vous avez des fleuves très importants. Vous avez ici le cas du Mississippi, et là, vous avez le cas du Dog River, et puis là, vous avez, dans une forêt, vous avez de l'eau qui circule un peu au hasard. Et c'est ça ce qu'on appelle le ruissellement. Voilà donc la différence entre le système fluviatile et le système de ruissellement. Les ruissellements, il n'y a pas de canaux pour guider justement cet écoulement. C'est un écoulement qui se fait au hasard. Et puis, les rivières ont quand même des structures qu'on appelle les lits mineurs, les lits majeurs, qui aident à la circulation des eaux. Alors, le paysage obtenu, c'est ce qu'on appelle des cuestas. C'est des formes de relief dissymétriques dégagées dans une structure monoclinale de résistance contrastée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous avez donc une structure avec un certain pondage, vous en avez même trois, celle-là, là, et ici. Alors, ces structures sont inclinées, d'où le nom de structure monoclinale, et puis elles sont composées de couches qui n'ont pas la même résistance à l'altération. Alors, l'abrupte constitue le front de cuesta et la partie en pointe douce constitue le revers. Alors, le revers, c'est cette surface horizontale et qui résiste à l'altération. Et puis, le point numéro 2, c'est ce qu'on appelle le front parce qu'elle est dans une roche qui est très facile à éroder, à l'inverse de cette roche-là qui résiste un peu plus. Donc, les ruissellements, lorsqu'ils se passent dans des roches, dans des structures monoclinales avec des roches dures et des roches moins dures, on peut avoir des paysages de ce type. Alors, le troisième cas, c'est le cas des torrents. Alors, un torrent, qu'est-ce que c'est? Un torrent est un cours d'eau de montagne, il est rapide et il est temporaire. Donc, on ne peut trouver des torrents que lorsqu'on est dans des chaînes de montagne relativement jeunes, c'est là où on a les reliefs les plus importants, et puis il est très rapide et il ne dure pas longtemps. Donc, rapide et temporaire. Alors, nous avons le schéma que nous avons là. Nous avons des reliefs. Bien sûr, il n'y a pas de la glace partout. Donc les zones où il n'y a pas de glace, vous avez de l'eau qui va circuler à l'état liquide. Elle va circuler pendant un laps de temps qui n'est pas très long, d'où son aspect, son côté temporaire. Et puis, vu la pente, donc c'est de l'eau qui va dégringoler très vite, d'où sa caractéristique numéro 2, c'est-à-dire c'est un cours d'eau qui est rapide. Alors, la morphologie d'un torrent, elle se compose d'un bassin de réception, d'un chenal d'écoulement et d'un cône de déjection. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors là, c'est la réception, donc vous avez les petits cours d'eau, c'est ça, une succession justement de torrents et de zones de ruissellement. On assiste à quoi dans cette partie-là? On assiste essentiellement à de l'érosion. Alors, ces produits d'érosion viennent le long de ce canal
Et dans ce canal, on assiste à une étape qu'on appelle le transport. On n'y est pas encore, mais puisqu'on en parle, on parle des torrents de montagne, on peut toujours en toucher un. Après, le torrent va rencontrer un cours d'eau beaucoup plus important, qui serait même permanent, et là, il va perdre justement son côté rapide, c'est-à-dire que sa vitesse va diminuer et la charge va diminuer, et on assistera au dépôt. Donc, d'après cette morphologie, on a un stade d'érosion, c'est le point de départ, après un stade de transport et un stade de dépôt ou de sédimentation. Voilà donc les caractéristiques des torrents. Alors, le mode d'érosion numéro 4, c'est les fleuves et les rivières. C'est des cours d'eau qui sont permanents. C'est ce qui les différencie justement des torrents et c'est ce qui les différencie des ruisseaux. Alors, les fleuves et les rivières vont souvent vers la mer. C'est ce qu'on appelle un drainage. C'est un drainage fait par un fleuve. Le drainage est dit fluviatile et comme il va vers l'extérieur, il va vers un milieu différent, on dit qu'il est exoréique. Alors, nous avons des fleuves qui ne vont pas vers l'océan. Nous avons Saoura et Daoura de chez nous, qui vont vers une zone fermée. C'est ce qu'on appelle un drainage fluviatile, mais c'est un drainage qui est dit endoréique. Alors, lorsque le réseau hydrographique n'est pas très bien défini, c'est-à-dire qu'on arrive dans une région où la forme fluviatile n'est pas évidente, ben on parle simplement de régions aréiques. Alors, les types de rivières. Alors, globalement, et d'après la morphologie du lit, justement, du fleuve, on distingue 1, 2, 3, 4 types de, de rivières. Alors, le premier cas, c'est les rivières à méandres. Les voilà. C'est des zones de courbure. On a l'impression que le cours d'eau va revenir au point de départ avant de changer d'avis et de redessiner un autre méandre. Alors, vous avez ensuite un sens d'écoulement qui est rectiligne. C'est ce qu'on appelle rivière à chenal droit. Et puis, on arrive au cas numéro 3. Alors, vous avez un échange, vous avez dans le lit du fleuve, en fait, on peut avoir 2, 3 zones d'écoulement qui se rejoignent et qui se séparent. C'est ce qu'on appelle les chenaux anastomoses. Et enfin, nous arrivons ici, ce qu'on appelle les rivières à chenaux tressés. Alors, c'est des sens d'écoulement avec des barres de sable qui s'installent dans le lit de la rivière. Donc, il y a un écoulement, mais il y a aussi une sédimentation. Le cas de sédimentation existe aussi dans les rivières à méandres et il existe par endroits au niveau des rivières à chenal droit. Alors, on va s'intéresser aux rivières à méandres. Alors, la rivière à méandres est caractérisée par 2 rives dissymétriques. Alors, il y en a une qui est concave et il subit de l'érosion et il est caractérisé par une pente qui est forte. Et puis, il y en a une qui est convexe. Elle est caractérisée essentiellement par le dépôt de sable et une pente très faible. Alors, le point intéressant dans le cas des méandres, c'est qu'ils sont caractérisés par un couple érosion-sédimentation. C'est-à-dire qu'il y a une partie où on assiste à de l'érosion et une autre partie en face où on assiste à la sédimentation. Alors, cette étape d'érosion-sédimentation permet justement aux méandres de changer de forme. C'est ce qu'on appelle une migration latérale et c'est surtout par érosion. Alors là, schématiquement, vous avez un courant d'eau. Le voilà, mais l'eau ne circule pas au milieu justement du lit de la rivière, non. Elle arrive pile sur cette bordure avant d'être renvoyée dans l'autre sens pour aller justement sur cette rive-là. Et ces 2 rives sont appelées des rives concaves et ils sont en train de subir l'arrivée d'un courant à très forte vitesse. Donc, il va essentiellement enlever des particules. Donc, on est sur les rives qui seront érodées. Alors, à l'inverse, en face, notre courant s'éloigne de cette rive, donc il y a une diminution de la vitesse, il y a donc une sédimentation. Et ce courant d'eau, s'il change de direction en surface, il change également de direction en profondeur. On assiste à une espèce de rotation circulaire, justement, dans le lit de la rivière. Alors, voilà ce qu'on appelle un méandre, le voilà. Donc, nous avons un cours d'eau qui a tendance à faire pratiquement un tour complet. Alors, de ce côté-là,
il n'y a pas grand-chose. C'est la partie concave du méandre. Il y a donc surtout de l'érosion. Et dans cette partie-là, c'est une sédimentation. Là, c'est utilisé, il y a de la verdure dessus. C'est une terrasse alluviale et c'est la zone où il y a surtout sédimentation. Donc, la partie interne du méandre, il y a sédimentation. La partie externe, il y a érosion. Et là, nous avons un fleuve de chez nous, dans la région de Casablanca, et on peut voir la même forme dessinée à ce niveau-là. Il y a une zone où nous avons des sédiments, et puis de ce côté-là, nous avons une zone d'érosion. L'inverse est également vrai lorsque on suit justement ce cours d'eau sur son trajet. Alors, on arrive maintenant au cas d'érosion numéro 5, c'est l'érosion karstique. C'est essentiellement de la dissolution. Alors là, la dissolution intéresse essentiellement les carbonates et essentiellement les calcaires. Alors, cette dissolution génère quoi? Elle va générer du vide dans ces calcaires-là. Et ces vides portent différentes appellations en fonction de leur forme. Alors, une grande cavité vide, c'est ce qu'on va appeler, bien sûr, une grotte. Alors, lorsque vous avez un couloir très étroit dans les terrains calcaires, c'est ce qu'on appelle des canyons. Alors, vous avez toute une panoplie de noms qui accompagnent justement cette morphologie karstique. Comme je vous l'ai dit, ce qui caractérise la morphologie karstique, c'est la nature de la roche, c'est des carbonates, et la présence de niveaux de dissolution, qu'elles soient de grande dimension ou de dimension modeste. Et puis, de l'abondance, bien sûr, de l'eau. Alors là, vous avez les karsts sont d'excellents réservoirs d'eau. Alors, le sixième cas, c'est l'érosion glaciaire. Alors là, bien sûr, l'agent, c'est de la glace. Alors, vous avez ici un glacier dans les Alpes. Alors là, il est à forte, c'est ce qu'on appelle un glacier de haute altitude. Alors, nous avons de la glace au fond qui circule, qui avance, qui descend, et qui arrive là, on retrouve, enfin, on perd cette couleur claire. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans une zone où la glace commence à fondre, donc elle passe à l'état liquide, ça va circuler, mais on voit que là, la zone de contact, il y a un cumulat de débris, il y a un cumulat de roches. D'où viennent ces roches? Ils viennent des hauts reliefs. Qui les a ramenés jusque-là? C'est évidemment le glacier, et ce glacier, en transportant justement ces différents blocs, peut provoquer de l'érosion sur son passage. Alors, la géométrie justement et les formes des glaciers, c'est une vallée d'abord en U, c'est ce qu'on appelle une vallée au notch. Alors sur ce schéma-là, il y en a deux. Celle-là, c'est la plus jeune, mais elle s'est développée sur une qui est plus grande, qui a fait cette forme-là, qui va jusqu'ici. La voilà. Donc ce qui caractérise justement cette forme de l'érosion glaciaire, c'est une vallée qui a un fond plat. C'est ce qu'on appelle donc une forme au notch. Alors, nous avons un certain nombre d'éléments. Nous avons surtout ici ce qui est marqué CI. Alors, c'est là où vous avez le cumulat de la neige pour qu'elle se transforme en glace, cirque. Et puis là, l'accumulation de la glace à ce niveau-là va être bloquée par une espèce de verrou et qui ne sera justement ouvert que lorsque il y aura une certaine quantité de glace là-dedans qui va finir par se déplacer et avancer le long de la vallée. Alors là, c'est la zone d'accumulation, là, c'est la zone de déplacement, et cette zone, en se déplaçant, provoque une érosion latérale qui est très importante. Et c'est pour ça que nous avons donc là des débris de roches qui s'accumulent sur le front du glacier lorsque l'eau change d'état. Alors, lorsque ce glacier avance, il peut provoquer une striation. Voilà, ça c'est une striation glaciaire parce que ce glacier, en avançant, il contient de gros blocs qui viennent justement racler, qui viennent strier justement les parois de la vallée glaciaire. Alors, point numéro 7, c'est l'érosion au milieu marin. On va s'intéresser d'abord à ce qui se passe sur la plage, sur le littoral. Alors, l'agent d'érosion dans ce cas-là, c'est les courants et les vagues. Alors, lorsque vous êtes installé sur la plage, vous pouvez voir de l'eau qui remonte, c'est ce qu'on appelle le courant de flot. Et à l'inverse, vous pouvez voir de l'eau qui est en train de partir vers le large, c'est ce qu'on appelle un courant de juse. Alors, quand est-ce que vous avez cela? Eh bien, c'est une réponse à des vagues. Les vagues sont des oscillations verticales dues au vent. Alors, tant que la profondeur est importante, il n'y a pas de problème. On assiste simplement à des mouvements oscillatoires à la surface
justement de la mer à la surface de l'océan. Mais lorsque cette profondeur justement va diminuer, ces vagues vont commencer à perdre justement leur forme. Ils ont tendance à augmenter vers le haut, c'est-à-dire à devenir plus hautes, mais elles vont devenir tellement hautes qu'ils vont se briser, ils vont se casser rapidement, et c'est ça ce qu'on appelle un déferlement de vagues sur le littoral. Alors, en déferlant, il exerce donc une force qui va entraîner dans son sillage, lorsque cette eau va revenir vers le milieu marin, il va embarquer un certain nombre de particules dans son sillage, et c'est comme ça que le déferlement de vagues est un agent d'érosion. Alors, ces vagues brisées sont à l'origine justement de l'érosion justement du littoral. Alors, l'érosion du littoral par les vagues se fait par l'action hydraulique et par la corrosion. Alors, lorsque une vague arrive sur la côte, elle exerce donc une force face de l'eau qui est projetée justement sur le rivage, et c'est cette force-là qui entraîne justement la fragmentation des roches. Et puis, il y a une autre action, c'est la corrosion. Alors attention, c'est un terme qu'on va utiliser pour la deuxième fois. On l'avait utilisé la première fois lorsqu'on avait parlé de l'érosion par le vent. Le vent provoque de l'érosion parce qu'il est riche en débris transportés. Et bien là, les vagues aussi transportent du sable, des blocs qui sont projetés contre les falaises. Et ce sont donc deux façons d'attaquer cette falaise-là. C'est l'action hydraulique et l'action de corrosion. C'est ça le mode justement d'érosion littorale. Alors, quelques photos. Nous avons donc là une falaise. Alors, il est assez haute. Alors, vous avez un certain nombre de paramètres. Vous avez ici le point, c'est l'encoche justement d'érosion, c'est-à-dire que là où les vagues viennent lutter au pied de la falaise, alors, à force de taper à la base, il y a des blocs qui vont retomber. Alors, c'est ce qui est marqué B, c'est les blocs tombés de la falaise. Et puis, vous avez ensuite des blocs qui vont rester, qui ne sont pas enlevés par le courant de jusant, donc il va rester là, et ils vont développer un cordon de galets. C'est des galets qui vont rester au voisinage de la falaise. Alors maintenant, pour les paysages. Alors, lorsque nous avons une érosion du littoral, nous avons un certain nombre de paysages qui se développent. Alors, nous avons de la roche qui résiste et qui va vers le large, c'est ce qu'on appelle des promontoires. Et puis, il y a des zones qui sont justement attaquées par ces courants marins et qui vont très loin à l'intérieur des terres, c'est ce qu'on appelle les baies. Alors, vous avez donc deux paysages à cause de l'érosion littorale, c'est les promontoires et les baies. Alors, il y a un troisième paysage, c'est ce qu'on appelle les arcs. Alors, en voilà un. Voilà. Alors ça, c'est dû justement à l'attaque, à l'érosion littorale. Alors, il se situe où? Il se situe au bout de ce promontoire qui va vers l'océan. Alors que là, nous avons une zone qui va vers le continent, c'est ça ce qu'on appelle une baie. Donc, vous avez les trois paysages réunis sur cette photo-là. Merci pour votre attention.